Je tenais mon verre de champagne, entouré des rires de ma famille, quand ma petite fille Léa a glissé un papier froissé sous mon assiette. Mamie, fuis vite, ne pose pas de questions, disait l'écriture tremblante. Ce soir-là, à Lyon, j'ai compris que mon propre fils, Mathieu, transformait mon anniversaire en piège pour m'enfermer et briser ma vie. Je m'appelle Héloïse Beaumont, j'ai 73 ans, et je pensais que l'amour d'une mère était un bouclier sacré. Mais derrière les sourires de ma belle-fille se cachait un plan glacial pour me voler mon existence et mes souvenirs. Je vais vous raconter comment j'ai transformé ma douleur en une justice implacable. Et vous? Avez-vous déjà découvert un secret qui a changé votre regard sur vos proches? Partagez votre expérience en commentaire, je vous lirai avec attention. Je dois vous ramener en arrière, car on ne peut jamais vraiment saisir la violence d'une fin si l'on n'a pas connu la douceur du commencement. Toute l'horreur de ce qui m'est arrivé prend racine dans ces années de lumière, avant que les ombres ne s'allongent sur ma vie. Il fut un temps, lointain désormais, où Mathieu et moi étions tout l'un pour l'autre, un bloc d'affection que rien ne semblait pouvoir effriter. Son père est parti trop tôt, emporté par un cancer du poumon foudroyant. Entre le diagnostic brutal et l'enterrement, 3 mois seulement s'étaient écoulés, nous laissant tous deux dans un silence assourdissant. Après cela, le monde s'était réduit à nous deux, moi et mon fils. Nous avons survécu ensemble à ce deuil, nous avons réappris à rire, et nous avons reconstruit pierre par pierre les fondations de notre existence. Je me souviens avec une nostalgie douloureuse de nos dimanches. Mathieu, même après son mariage avec Béatrice, ne manquait jamais de venir déjeuner à la maison. Il arrivait avec l'odeur du pain frais, des croissants croustillants, et parfois un bouquet de lys blanc, mes fleurs préférées. Nous nous installions dans ma cuisine de la Croix-Rousse, près de cette grande fenêtre qui donnait sur les arbres du quartier. C'était notre sanctuaire. Il me confiait ses ambitions professionnelles, ses projets immobiliers, ses doutes d'homme. Je revois encore son regard lorsqu'il me disait « Maman, tu es la seule qui me comprenne vraiment. » Et moi, je l'écoutais avec cette ferveur que seules les mères connaissent. Je versais le café, je coupais le pain avec soin, et je posais ma main sur la sienne lorsqu'il s'enfonçait dans le silence. Quand Léa est née, j'ai cru que ma vie atteignait son apogée, une plénitude que je n'osais plus espérer. Cette petite chose fragile, à la peau plissée, qui serrait mon doigt avec une force déjà si singulière. Mathieu l'avait déposée dans mes bras à la maternité en murmurant « Regarde maman, c'est ta petite fille. » J'avais pleuré, non pas de tristesse, mais de gratitude face à ce miracle. Pendant des années, j'ai eu le privilège de garder Léa tous les mercredis. Je l'attendais à la sortie de l'école, et nous rentrions à pied, main dans la main, à travers les pentes de la Croix-Rousse. Elle me racontait ses journées avec cette voix cristalline des enfants qui pensent encore que le monde est un terrain de jeu infini. Nous préparions des gâteaux à la cannelle, nous complétions des puzzles complexes, et nous lisions des histoires sur le canapé, blottis sous mon plaid écossais qui gardait cette éternelle odeur de lavande. Et puis, un mercredi funeste, Béatrice m'a téléphoné. Sa voix était plus froide qu'à l'accoutumée. « Héloïse, je voulais vous prévenir, nous allons nous organiser autrement pour Léa. Elle a désormais besoin d'activités plus stimulantes. Du piano, des cours d'anglais intensifs, ce genre de choses nécessaires pour son avenir. Vous comprenez? » J'ai compris. J'ai compris à cet instant précis que j'étais devenue, à leurs yeux, une pièce d'ameublement encombrante que l'on commence à reléguer à la cave. Les dimanches ont commencé à s'étioler, puis à disparaître. On est pris maman. Béatrice a prévu une sortie avec des amis. On se voit la semaine prochaine, promis. Mais cette semaine prochaine reculait sans cesse, comme un mirage. Mathieu appelait encore, certes, mais ce n'était plus que des échanges furtifs entre 2 réunions de travail. Sa voix était devenue distraite, pressée, comme s'il cochait une case pénible sur une liste de corvées. « Ça va, maman? »« Oui, mon chéri. Et toi? »« Oui, oui. Bon, je dois filer. Je t'embrasse. » Clouec. Et moi, je restais immobile, le combiné à la main, dans mon appartement qui commençait à sentir le renfermer. Je n'ouvrais plus les fenêtres. À quoi bon? Il n'y avait plus personne pour venir respirer l'air frais avec moi. Pendant que je vous livre ce récit, je me demande d'où vous m'écoutez aujourd'hui. D'une grande métropole ou d'un petit village paisible.
Écrivez le nom de votre ville en commentaire, j'aimerais imaginer vos visages. Parfois, dans ma solitude, je me disais qu'il était naturel que les enfants s'éloignent, que les fils deviennent des hommes absorbés par leur propre foyer. Je me persuadais que je devais accepter de vieillir dans mon coin, avec discrétion, pour ne pas déranger leur bonheur. Mais il y avait Léa. Elle n'avait pas oublié. Elle m'envoyait des petits messages en cachette, des dessins par la poste, des photos d'elle avec des mots griffonnés au verso. Je pense à toi, mamie. Une fois, elle avait écrit ces mots qui auraient dû m'alerter. Maman dit que tu es vieille et fatiguée, mais moi, je sais que tu es magique. J'avais gardé ce précieux billet dans mon portefeuille, tout près de mon cœur. Et ce soir-là, dans la cage d'escalier glacial, avec ce même papier froissé dans ma poche, je me suis rendu compte que Léa avait perçu une menace que mon amour maternel avait refusé de voir. Quelque chose de grave, une trahison si profonde qu'elle justifiait ma fuite de l'anniversaire de ma propre belle-fille, telle une criminelle s'évadant de sa cellule. Soudain, mon téléphone a vibré dans ma main tremblante. Un message de Léa. Mamie, sors de l'immeuble immédiatement. Marche vers le parc. Ne reviens surtout pas, je t'appellerai. Mes doigts tremblaient si violemment que j'ai failli lâcher l'appareil sur le marbre du hall. J'ai poussé la porte vitrée de l'immeuble. L'air frais du soir m'a giflé avec une brutalité salutaire. C'était le mois d'avril. La nuit descendait avec une lenteur trompeuse sur Lyon. Et moi, Héloïse Beaumont, 73 ans, ancienne professeure de lettres, veuve digne et grand-mère aimante, je marchais dans la rue comme une fugitive. Ignorant encore que dans quelques instants, toute mon existence allait basculer dans l'irréel. J'ai marché jusqu'au parc de la Tête d'Or, mes jambes flageolantes manquant de se dérober sous mon poids. Mon cœur battait la chamade, comme un tambour déréglé dont la cadence m'effrayait. J'ai trouvé un banc sous un marronnier, le même où je m'asseyais autrefois avec Léa lorsqu'elle était haute comme 3 pommes. Je m'y suis effondré, le souffle court. Autour de moi, des enfants jouaient encore malgré le crépuscule. Des mères discutaient paisiblement près du bac à sable. La vie continuait son cours, normale, paisible, indifférente. Mais j'avais la sensation atroce d'être prisonnière d'un cauchemar dont on ne se réveille pas. Pourquoi Léa m'avait-elle supplié de fuir? Que se tramait-il dans cet appartement, derrière les rires de façade et les coupes de champagne? Mon téléphone a sonné. Léa. Mamie. Sa voix était basse, étouffée, comme si elle s'était enfermée dans une pièce pour me parler. Léa, mon ange, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais terriblement peur. Mamie, écoute-moi bien. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Elle respirait vite, trop vite. Hier soir, je ne dormais pas. J'ai entendu maman et papa parler dans leur chambre. Ils pensaient que j'étais couchée. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Maman disait que tu devenais un problème, murmura Léa, sa voix n'étant plus qu'un souffle haché. Elle disait que tu oublies tout, que tu te répètes sans cesse, qu'il est devenu impossible de te laisser vivre seule. Mais je vais bien, Léa, je ne me sens pas. Laisse-moi finir, s'il te plaît, m'interrompit-elle. J'entendais au bout du fil qu'elle luttait contre ses propres larmes. Papa a dit qu'il devait trouver une solution radicale. Une maison de retraite, un établissement nommé, l'Hélice d'Or. Maman a déjà tout orchestré dans l'ombre. Et ce soir, des gens de cette résidence doivent venir te chercher. En plein milieu de la fête. Le monde a semblé se figer autour de moi sous les arbres du parc de la Tête d'Or. Quoi? Balbutiai-je, le cœur au bord des lèvres. Ils voulaient te forcer à signer des documents d'admission. Ils se sont dit que ce serait plus facile si tu étais entouré de monde, que tu n'oserais pas faire de scène devant les invités, que tu te laisserais faire par simple pudeur. J'ai porté ma main à ma bouche pour étouffer un cri de terreur pure. Béatrice avait tout calculé, utilisé son propre anniversaire comme un écran de fumée. Elle s'était dit que je ne pourrais pas refuser de venir, et qu'une fois la signature obtenue, tout serait réglé. Régla. Comme on colmate une fuite d'eau, comme on efface une tâche sur un agenda de ministre, comme on évacue un déchet encombrant. Léa, et ton père? Est-ce que Mathieu a vraiment donné son accord? Le silence qui suivit fut une éternité de glace. Papa n'a rien dit, mamie. Il n'a rien dit du tout. Il a juste hoché la tête. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris. Mon fils,
Mon petit garçon, celui que j'avais porté à bout de bras, seul, après la mort de son père. Celui qui me répétait jadis que j'étais son unique pilier, sa seule confidente. Celui pour qui j'avais sacrifié mes nuits, mes économies de professeur, mes rêves de voyage. Il avait hoché la tête. Il n'avait même pas eu le courage de m'affronter, de me regarder dans les yeux pour m'annoncer ma propre déchéance. Il avait laissé Béatrice tisser sa toile, m'invitant à cette célébration comme on attire un animal sans défense dans un piège d'acier. Mamie, tu es toujours là? Oui, mon cœur, je suis là. Ma voix était devenue calme, d'un calme spectral, comme si une partie de mon âme venait de se détacher de mon corps pour observer la scène de haut. Les gens du centre sont arrivés, reprit Léa. Ils devaient être là à 20h. J'ai consulté ma montre. 20h05. Ils sont là, mamie. Ils viennent d'entrer dans le salon. Maman leur a ouvert avec un grand sourire. Elle leur a dit que tu étais aux toilettes, que tu avais eu un petit malaise. Papa est parti faire semblant de te chercher. Ils vont bientôt réaliser que tu as fui. Mon téléphone a vibré contre mon oreille. Un appel en attente s'affichait, Mathieu. Léa, j'ai dois raccrocher. Ton père m'appelle. Mamie, ne décroche surtout pas. Ne leur dis pas où tu es, je t'en supplie. Je t'aime, ma chérie. Merci pour tout. Je t'aime aussi, mamie. Fais attention à toi. J'ai coupé la communication. Le téléphone a recommencé à vibrer immédiatement. Mathieu, puis Béatrice, puis de nouveau Mathieu. Je n'ai pas répondu. Je suis restée prostrée sur ce banc, sous ce marronnier du parc de la Tête d'Or, la même où j'emmenais Mathieu lorsqu'il avait 5 ans. C'est ici que je lui avais appris à tenir l'équilibre sur son vélo, ici que je l'avais consolé après ses premiers chagrins d'écolier. Et aujourd'hui, ce même fils complotait pour m'enfermer entre 4 murs médicalisés, sans mon consentement, sans une once de dignité. J'ai sorti de mon sac la broche en argent et perles que je destinais à Béatrice. C'était un bijou de famille, celui de ma propre mère. Il scintillait froidement sous la lumière crue d'un lampadaire. Pour la première fois de mon existence, une vérité amère m'est apparue. On peut aimer quelqu'un de toutes ses fibres, on peut tout sacrifier sur l'autel de la maternité, et cela ne suffira jamais face à la cupidité. Certaines personnes sont des puits sans fond. Elles prennent, aspirent et dévorent jusqu'à ce qu'il ne reste de vous qu'une coquille vide. Mon téléphone a vibré une ultime fois. Un message de Mathieu. Maman, où es-tu? On Assing Quiet Terriblement. Reviens, s'il te plaît. On Assing Quiet. J'ai eu un rire sans joie, un son sec et cassé qui m'a brûlé la gorge. Non, ils ne s'inquiétaient pas pour ma santé. Ils tremblaient simplement à l'idée que leur plan si méticuleusement échafaudé ne s'effondre. Je suis restée sur ce banc 1 heure, peut-être 2. Le parc s'est vidé de ses rires d'enfants et de ses rumeurs de promeneurs. Il ne restait que moi, la morsure du froid nocturne et cette certitude qui pesait sur ma poitrine comme une dalle de granit. Dans un ultime élan de déni, j'ai tenté de me convaincre que j'avais mal interprété les paroles de Léa. Elle n'a que 14 ans, après tout. Les adolescents amplifient parfois les drames, déforment les conversations des adultes. Peut-être que Mathieu et Béatrice ne parlaient que d'une simple visite de courtoisie, mais au fond de mes entrailles, je savais. Les signes étaient là depuis des mois, semés comme des cailloux blancs sur le chemin de ma trahison. Je me suis souvenu de ce jour où Béatrice m'avait lancé sur un ton d'une légèreté feinte. Héloïse, vous avez déjà raconté cette anecdote 3 fois ce mois-ci, vous ne trouvez pas? J'avais ri, un peu confuse. Ah bon? Je m'égare un peu, j'imagine. Et elle m'avait répondu par un simple oui, dénué de toute compassion. Pas de ce n'est rien, pas de ça nous arrive à tous. Juste ce oui, clinique. Et Mathieu, à ses côtés, s'était emmuré dans le silence. Il y avait eu aussi ce déjeuner de Noël, l'an dernier. J'avais passé 3 heures en cuisine pour préparer un gratin dauphinois, la recette fétiche de l'enfance de Mathieu. J'avais râpé chaque pomme de terre à la main, avec amour. Béatrice n'avait pris qu'une bouchée avant de grimacer. C'est extrêmement salé, Héloïse. Vous avez la main lourde, ces derniers temps. Je savais que mon gratin était parfait, je le réussis depuis 40 ans. Mais je m'étais excusée, le cœur serré. Et j'avais surpris leur regard. Un échange de pupilles qui disait « Tu vois ?
C'est une preuve de plus. Pendant que je vous raconte ces détails, je me demande. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être scruté comme un sujet d'étude par vos propres proches? Écrivez le nom de votre ville en commentaire. J'aimerais savoir que je ne suis pas seule à avoir vécu ce siège psychologique. À l'époque, j'avais réagi par la soumission. Je m'excusais d'exister, de déranger, d'être un poids. Je me faisais petite, invisible. Quand il cessait de m'inviter, je ne protestais pas. Quand Béatrice me glaçait d'un regard, je souriais. Je croyais naïvement que si je restais cette vieille femme docile et accommodante, il finirait par m'aimer à nouveau. Mais on ne regagne pas le cœur des prédateurs par la gentillesse. Ils ne voyaient en moi qu'un obstacle à leur confort et, surtout, à leur patrimoine. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un long message de Mathieu, cette fois. Maman, je sais que tu es bouleversée, mais nous ne voulons que ton bien. Cette résidence est magnifique. Tu y seras entourée de soins constants. Tu ne peux plus assumer ta solitude à la Croix-Rousse. Sois lucide. On va en discuter calmement, d'accord? Discuter calmement. Comme si ma liberté était un sujet de débat. Comme si ma vie ne m'appartenait plus. Mathieu me parlait comme on parle à une enfant capricieuse, avec cette condescendance mielleuse qui masque la cruauté. J'ai serré la broche dans ma paume jusqu'à ce que le métal me brûle la peau. Le temps du déni était terminé. Mon fils avait choisi son camp. Celui de son confort, celui de sa femme, celui de l'argent. Je suis rentré chez moi en taxi, n'ayant plus la force d'affronter la foule du métro. Dans mon appartement de la Croix-Rousse, l'air était vicié. La vaisselle du matin traînait, le courrier s'accumulait. Je me suis assise sur mon canapé, sans même ôter mon manteau, et j'ai sombré dans l'obscurité. J'ai pleuré comme on pleure un mort, car c'est une partie de moi qui venait de s'éteindre. L'illusion de l'amour filial inconditionnel. J'ai fini par allumer mon ordinateur portable. J'ai tapé ces mots qui résonnaient comme une condamnation. Les lys d'or. Le site web était d'une beauté obscène. Des jardins impeccables, des vieillards au sourire figé dans des salles communes baignées de lumière. Résidence médicalisée haut de gamme pour seniors en perte d'autonomie. Perte d'autonomie. J'ai cliqué sur l'onglet des tarifs. Chambre simple, 3 800 € par mois. Chambre avec balcon, 4 500 €. Mon souffle s'est coupé. Comment Mathieu, dont les finances étaient précaires depuis ses derniers revers immobiliers, comptait-il financer un tel luxe? La réponse m'a frappé comme une gifle physique. Mon appartement. Ce 4 pièces de caractère sur le plateau de la Croix-Rousse, dont les prix s'étaient envolés ces dernières années. Il ne voulait pas me soigner. Il voulait me liquider pour encaisser le prix de mes souvenirs. Cet appartement sur le plateau de la Croix-Rousse, Michel et moi l'avions acquis en 1978. Nous avions passé des mois à le rénover de nos propres mains, grattant les couches de peinture, redonnant vie aux parquets anciens. C'est ici que nous avons élevé Mathieu, ici que j'ai pleuré la mort de Michel, ici que j'ai survécu à la solitude. Aujourd'hui, ce bien vaut une petite fortune. Valérie le savait parfaitement. Elle n'avait pas seulement l'œil sur ma santé, elle l'avait sur mon patrimoine. Une intuition glaciale m'a poussé à ouvrir mon ordinateur portable. J'avais besoin de vérifier une ombre, un doute qui me rongeait. En fouillant dans mes courriers indésirables, j'ai fini par débusquer un message daté de 3 semaines. contact@leslysdor.fr. L'objet était sans équivoque. Confirmation de votre visite du 15 avril. Chère Madame Beaumont, nous vous confirmons votre visite des Lys d'Or prévue le 15 avril en présence de votre fils, Monsieur Mathieu Beaumont, et de Madame Béatrice Beaumont. Votre dossier d'admission est prêt. Le 15 avril. C'était aujourd'hui. Mais je n'avais jamais confirmé cette visite. Je n'avais jamais été contacté par cet établissement. Quelqu'un avait usurpé mon identité numérique. Quelqu'un avait parlé en mon nom. Je me suis précipité dans la corbeille de ma messagerie. J'y ai découvert des dizaines de messages supprimés. Des échanges techniques, des formulaires pré-remplis avec mes données personnelles, des documents que je n'avais jamais téléchargés. Soudain, un souvenir m'est revenu avec la violence d'une gifle. Il y a 2 mois, Mathieu était venu me voir à l'improviste. Je passais dans le quartier, maman, je me suis dit que j'allais monter 5 minutes. Il était resté une demi-heure. J'étais allé en cuisine préparer le café. À mon retour, il se tenait debout près de mon bureau,
Mon ordinateur était ouvert. Tu cherchais quelque chose, mon chéri? Avais-je demandé. Non, juste un stylo pour noter un rendez-vous, m'avait-il répondu avec un sourire trop lisse. Il avait accès à tout. Il connaissait mon mot de passe depuis que je le lui avais confié pour un problème technique l'an dernier. Il avait tout orchestré dans mon dos, utilisant ma propre identité pour m'enfermer. Mon téléphone a vibré, me tirant de ma stupeur. Un message de Léa. Mamie, tu vas bien? Ils sont tous devenus fous ici. Maman hurle. Papa fait les 100 pas sans s'arrêter. Ils veulent appeler la police. J'ai essayé de les en empêcher. Ils m'ont enfermé dans ma chambre. Tiens bon, je t'aime. La police. Ils voulaient signaler ma disparition pour étayer leur dossier, faire croire que j'étais une femme confuse, errante, dangereuse pour elle-même. Tout était bon pour justifier l'internement. J'ai serré la broche de ma mère dans ma main. Le fermoir s'est enfoncé dans ma chair, une petite douleur nette qui m'a ramené à la réalité. J'ai balayé du regard les photos sur le mur. Mathieu a 5 ans, Mathieu le jour de son mariage, Léa bébé dans mes bras au jardin du Palais Saint-Pierre. Toute une vie de sacrifice et d'amour total. Et maintenant, je n'étais plus qu'un obstacle, un bien immobilier à liquider. J'ai ouvert mon carnet personnel. Depuis des années, j'y consigne mes pensées, mes analyses de lecture, le récit de mes journées. Chaque page témoignait d'une écriture claire, d'une pensée structurée et parfaitement cohérente. Ce n'était pas le journal d'une malade, c'était le témoin de ma lucidité. Je me demande encore si j'ai pris la bonne décision cette nuit-là. Et vous? Qu'auriez-vous fait si vous aviez découvert une telle trahison? Auriez-vous fui ou auriez-vous fait face? Le temps du déni était définitivement terminé. Je ne pouvais plus reculer. Je ne dormirai pas cette nuit-là. Je suis restée assise à la table de ma cuisine, devant une tasse de thé devenue glacée. Dehors, Lyon s'enfonçait dans le sommeil, mais je veillais. Je veillais sur mon honneur et sur ce qu'il restait de ma vie. À 6 heures du matin, des coups violents ont fait trembler ma porte d'entrée. Mon cœur s'est serré dans ma poitrine. Yes, savais. Maman, ouvre. Je sais que tu es là. C'était la voix de Mathieu. Elle était tendue, chargée de fatigue et d'une colère mal contenue. Je suis restée immobile un instant, respirant profondément pour calmer le tremblement de mes mains. Puis, j'ai ouvert. Il était là, dans le couloir. Ses cheveux étaient en désordre, ses yeux injectés de sang. Il portait encore ses vêtements de la veille, froissés, exhalant une odeur de tabac et d'alcool. Béatrice n'était pas là. Elle préférait sans doute laisser son mari faire la sale besogne. Entre, ai-je dit d'une voix que je voulais la plus neutre possible. Il s'est engouffré dans l'appartement, jetant des regards circulaires comme s'il cherchait des preuves de ma folie. Assieds-toi, ai-je ordonné en désignant le canapé. Je me suis installée dans le fauteuil en face de lui, maintenant une distance physique qui marquait déjà une rupture. Maman, qu'est-ce qui t'a pris hier soir? On était mort d'inquiétude. Tu te rends compte du scandale? J'ai posé mes mains sur mes genoux, le dos bien droit. Mathieu, pourquoi des représentants d'une maison de retraite étaient-ils présents à l'anniversaire de ta femme? Le silence qui s'ensuivit fut d'une lourdeur insupportable. Il a baissé les yeux, se frottant nerveusement le visage. Léa t'a parlé, lâcha-t-il enfin. Ce n'était pas une question, mais un reproche. Elle m'a sauvé, Mathieu. Sauvé? Mais maman, on ne voulait pas. Ce n'était pas ce que tu crois. Ce n'était pas quoi? Un piège? Une trahison? Ma voix restait calme, mais mes mots étaient des lames bien aiguisées. Il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis des années, j'ai revu le petit garçon qui mentait après avoir cassé un vase, espérant que je ne remarquerais rien. On s'inquiétait pour toi. Tu perds la tête, maman. Tu oublies des choses graves. L'autre jour, tu as laissé le gaz ouvert. Le gaz? Oui. Il y a 3 semaines, quand nous sommes venus déjeuner. Tout l'appartement sentait le gaz. On a dû ouvrir toutes les fenêtres en urgence. Tu ne t'en souviens pas? Je me souvenais parfaitement de ce déjeuner. J'avais préparé un poulet rôti aux herbes. J'avais tout vérifié avant leur arrivée. Je n'avais jamais laissé le gaz ouvert. Mathieu, c'est un mensonge. Maman, je l'ai senti. Valérie aussi. C'est dangereux pour toi, tu ne peux plus vivre seule. Nous avons nos vies, nos obligations professionnelles,
On ne peut pas être là 24 heures sur 24. Et donc, la solution était de m'interner sans mon consentement, dans un établissement à 3800 € par mois. Il a sursauté, les yeux écarquillés. Tu as regardé les tarifs? Evidement. Quelqu'un a piraté mon compte pour organiser cette mascarade. Quelqu'un a pris rendez-vous en mon nom. Et je suppose que ce quelqu'un, c'est toi. Il s'est levé brusquement et a marché vers la fenêtre, les mains enfoncées dans les poches. On a consulté un notaire, maman. Ton appartement à la Croix-Rousse vaut très cher maintenant. Sa vente couvrirait largement les frais d'hélice d'or. Et il resterait même de quoi. Il n'a pas terminé sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Pour eux, j'étais devenu un capital dormant. Maman, tu n'en as plus besoin de cet appartement. Là-bas, tu aurais tout. Des soins, de la compagnie, des activités. Et vous, vous auriez l'argent. Il s'est retourné, le visage congestionné. Ce n'est pas pour l'argent. C'est pour ta sécurité. Alors pourquoi ne pas m'en avoir parlé en face? Pourquoi ne pas être venu me dire: Maman, je m'inquiète, discutons de l'avenir? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Parce que tu aurais refusé. Exactement. Parce que c'est ma vie, mon appartement, mon choix. Maman, tu n'es plus en état de décider, trancha-t-il. Ces mots ont agi comme un déclic. Je me suis levée lentement. Regarde-moi, Mathieu. Est-ce que j'ai l'air confuse? Est-ce que je ressemble à une femme qui ne sait plus ce qu'elle fait? Il a hésité, fuyant mon regard. Non, mais Béatrice dit que... Béatrice. Toujours Béatrice. Ce n'est pas elle qui a passé des nuits blanches quand tu étais fiévreux. Ce n'est pas elle qui a cumulé 2 emplois pour payer tes études supérieures. Ce n'est pas elle qui t'a élevé seule après la mort de ton père. Ma voix tremblait désormais, malgré mes efforts. Sais-tu ce que j'ai ressenti hier soir sur ce banc au parc de la Tête d'Or? De la terreur. Et une tristesse si profonde que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Pendant des mois, je me suis faite petite pour ne pas vous déranger. J'ai accepté tes silences, j'ai accepté que Béatrice me traite comme une idiote. Mais hier soir, j'ai enfin compris. Ce n'était pas de l'inquiétude de votre part. C'était une exécution. Ce n'était pas de la négligence, Mathieu. C'était un plan méthodique. Un plan pour m'effacer, pour vous débarrasser d'un poids encombrant, pour liquider mon appartement et m'enfermer dans une institution sans mon accord, en piétinant ma dignité. Ce n'est pas comme ça, bafouilla-t-il, incapable de soutenir mon regard. Alors, explique-moi. Explique-moi comment appeler cela autrement. Il est resté silencieux, un silence lourd, oppressant. Puis, il a murmuré si bas que j'ai à peine perçu ses mots. Béatrice dit que tu lui fais peur, que tu es devenu bizarre, qu'elle ne se sent plus à l'aise en ta présence. J'ai eu un rire sans joie, un son sec. Bizarre? Mathieu, ta femme ne m'a jamais aimé. Je le savais dès le premier jour, mais je l'ai accepté parce que c'était ton choix. J'ai fait des efforts surhumains. J'ai été polie, prévenante, discrète jusqu'à l'effacement. Mais cela n'a jamais suffi. Pour elle, je n'étais qu'un obstacle. La belle-mère dont l'existence même lui rappelle que tu as eu une vie, des racines, avant elle. Mais Amanda Reed. Non, c'est toi qui dois arrêter. Arrête de la défendre. Arrête de me mentir, et surtout, arrête de te mentir à toi-même. Je suis allé chercher mon ordinateur. Je l'ai ouvert avec une précision chirurgicale et je lui ai montré les preuves. Les emails envoyés en mon nom, les documents d'admission, les messages supprimés dans la corbeille. Tu as usurpé mon identité. Tu as pris des décisions vitales sur ma propre existence sans même me consulter. Tu as trahi le lien le plus sacré qui nous unissait. Il fixait l'écran blafard, le visage décomposé. Le pire, Mathieu, ce n'est pas ce que tu as fait. C'est la manière dont tu l'as fait. Dans l'ombre, par le mensonge et la manipulation. Je pensais que c'était mieux ainsi, que tu souffrirais moins si c'était déjà acté. Tu pensais surtout que ce serait plus facile pour toi. Pour ne pas avoir à affronter ma lucidité. Il a fermé les yeux, et j'ai vu des larmes couler sur ses joues, mais elles ne m'atteignaient plus. Je ne savais plus quoi faire, maman. Béatrice répète chaque jour que tu deviens dangereuse, que tu vas finir par mettre le feu à l'immeuble, qu'on sera tenu pour responsable s'il t'arrive un accident. J'avais peur. Peur de quoi? De perdre ta tranquillité?
Alors, tu as préféré m'abandonner. Le silence est retombé, définitif cette fois. J'ai sorti de ma poche la broche en argent et perles. Je l'ai posée sur la table, entre nous deux. C'était le cadeau de Béatrice pour son anniversaire. La broche de ta grand-mère. Un symbole de transmission et de respect. Il a regardé le bijou, ses épaules secouées par des sanglots étouffés. Mais je ne peux pas confier ce souvenir à quelqu'un qui cherche à m'effacer de la carte. Je ne donnerai rien à celle qui a voulu me voler ma liberté. Quoi? J'ai besoin de retrouver le calme. Il a hésité, tendant une main vers moi dans un geste désespéré. Je me suis reculée, marquant une frontière invisible. S'il te plaît, pars. Il est resté figé quelques secondes, puis il s'est dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une ultime fois. Je t'aime, maman. J'ai fermé les yeux. Si je les gardais ouverts, j'allais sombrer, et je refusais qu'il emporte cette image de moi. Moi aussi, Mathieu. C'est bien là tout le problème. La porte s'est refermée. Je me suis effondrée sur le canapé. J'avais défendu mon honneur, j'avais crié ma vérité, mais je venais de réaliser que pour sauver sa dignité, il faut parfois accepter de tout perdre, même les débris de sa propre famille. Pendant 3 jours, je suis restée cloîtrée. Je déambulais comme un fantôme dans mon appartement de la Croix-Rousse, incapable de manger, le ventre noué par une douleur qui n'avait rien de médical. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Mathieu, Béatrice, des numéros masqués, sans doute la résidence ou leurs conseillers. Je ne décrochais plus. Le jeudi matin, un pli recommandé est arrivé. Le facteur m'a tendu l'enveloppe avec un regard inquiet en voyant mes traits tirés. Ça va, Madame Beaumont? Très bien, merci. Un mensonge de plus. J'ai déchiré l'enveloppe. C'était une mise en demeure du cabinet Lefebvre et Associés. Madame Beaumont, nous représentons Monsieur et Madame Beaumont dans le cadre d'une procédure de mise sous protection juridique. Compte tenu de votre état de santé préoccupant et de votre comportement erratique récent, nos clients sollicitent une mesure de tutelle. On me sommet de me présenter à une évaluation psychiatrique le 28 avril chez le docteur Jean-Pierre Morel. Il n'avait pas renoncé. Au contraire, il passait à l'offensive légale. Puisque je ne me laissais pas enfermer de gré, ils allaient me faire déclarer incapable de force. J'ai relu la lettre jusqu'à ce que les mots brûlent mes yeux. Puis, j'ai pris une décision inédite. J'ai appelé maître Cécile Vanier. C'était une ancienne élève, une jeune femme brillante que j'avais encouragée jadis. Elle m'a reçu dans son cabinet moderne, baigné de lumière. Madame Beaumont, je me souviens si bien de vous. C'est grâce à vos cours de français que j'ai trouvé la force de plaider. Je lui ai tout raconté. Le complot, le gaslighting, le piratage de ma boîte mail, et cette lettre ignoble. Cécile prenait des notes, le visage grave. Madame Beaumont, Sawyer's Rashery. Pour obtenir une tutelle, il faut des preuves médicales irréfutables. Vous êtes devant moi, lucide, cohérente, maîtresse de vos facultés. Mais s'il ment au psychiatre, nous allons solliciter une expertise indépendante avec le docteur Morel. S'il est intègre, et il l'est, il verra la vérité. Et ensuite, nous contre-attaquerons. Votre fils a commis une usurpation d'identité et un abus de confiance. S'il y a un mobile financier lié à votre appartement, c'est un délit grave. Mon cœur battait violemment. Porteur plainte contre mon propre fils? Je sais que c'est une épreuve atroce, murmura Cécile avec douceur. Mais ce n'est pas de la vengeance, Héloïse. C'est de l'ordre. Vous devez remettre de l'ordre dans votre vie. Si vous voulez savoir comment cette histoire se termine et découvrir comment j'ai repris le contrôle de mon destin, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner et ne rien manquer de la suite. L'expertise avec le docteur Morel a duré 2 heures. Des tests de mémoire, des exercices de logique, des questions sur ma gestion quotidienne. À la fin, il a refermé son dossier. Madame Beaumont, je ne décèle aucune pathologie cognitive. Vous êtes parfaitement apte à gérer vos biens et votre personne. J'ai pleuré dans le métro en rentrant. Des larmes de fierté. Je n'étais pas folle. J'avais raison. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. C'était Mathieu. Maman, nous retirons la procédure. L'avocat a reçu le rapport du docteur. On ne peut pas gagner. Je suis désolée, maman. Je suis tellement désolée.
J'ai inspiré profondément, sentant la force revenir en moi. Merci de le reconnaître, Mathieu. Est-ce qu'on peut se voir? Non. Pas maintenant. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Je ne sais pas. Peut-être une vie entière. Je t'aime, maman. Je sais. Mais l'amour ne suffit pas toujours à réparer une confiance brisée. On ne recolle pas les morceaux d'un vase précieux avec de simples excuses. J'ai raccroché. J'avais sauvé ma liberté. J'avais protégé mon appartement et ma dignité. Mais dans cette quête de justice, j'avais dû laisser partir mon fils. C'est là une vérité que l'on ne vous dit jamais. Parfois, se battre pour soi-même exige de renoncer aux autres. Parfois, protéger sa dignité signifie accepter la solitude comme une compagne nécessaire. Ce soir-là, j'ai sorti la broche de ma mère de son écrin de velours. Je l'ai tenue au creux de ma paume, sentant le métal froid contre ma peau tandis que la perle unique scintillait sous la lueur de ma lampe de bureau. Ce bijou avait traversé 3 générations, porté par des femmes qui croyaient en la transmission. Ma mère, moi, et elle aurait dû revenir à Béatrice, puis à Léa. Mais la chaîne de la lignée était désormais brisée, les maillons éparpillés par la cupidité. J'ai rangé la broche dans le fond d'un tiroir, parmi ces souvenirs que l'on garde par devoir mais que l'on ne regarde plus, de peur qu'ils nous brûlent les yeux. Les jours se sont écoulés, marquant le passage du printemps à l'été. Mais a laissé place à juin. Mathieu m'envoyait des messages courts, empreints d'une timidité nouvelle, presque enfantine. Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Je pense à toi. Est-ce qu'on peut se parler? Je répondais parfois, avec une politesse glaciale qui servait de rempart. Je vais bien. Pas encore. Léa, elle, m'écrivait quotidiennement. Mamie, j'ai eu 18 en français. Tu serais fière de moi. Mamie, il fait un soleil magnifique sur la Tête d'Or, tu devrais sortir te promener. Mamie, tu me manques tellement. C'est Léa qui m'a sauvée, une fois de plus. Non plus par un billet glissé sous une assiette, mais par la constance de son affection. Elle était mon ancrage, la preuve vivante que je n'avais pas tout perdu et que, quelque part, une âme m'aimait encore sans condition ni calcul. Un dimanche de juin, je suis retournée au jardin du Palais Saint-Pierre. Je me suis assise sur un banc de pierre, observant le balai des passants. La vie continuait, indifférente à mes tragédies intérieures, et j'ai soudain été frappée par une évidence. Je n'avais pas besoin de pardon, ni de réconciliation forcée, encore moins de réparations impossibles. J'avais besoin de paix. Et cette paix ne viendrait ni de Mathieu, ni de Béatrice. Elle ne pourrait naître que de moi-même, de ma capacité à accepter l'inacceptable et à lâcher prise sur ce qui n'existait plus. Vieillir avec ordre et justice, ce n'est pas éviter les blessures, c'est apprendre à respirer avec elles. Ce n'est pas chercher à être aimé de tous, c'est se respecter assez pour ne plus tolérer l'indigne. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit à Mathieu. Je ne sais pas si je pourrai te pardonner un jour, mais je refuse de continuer à te haïr. La haine est une fatigue dont je ne veux plus. Je choisis la distance, pour ta sécurité et pour la mienne. Pren soin de Léa. Si un jour tu comprends vraiment l'ampleur de ce que tu as tenté de me faire, alors peut-être pourrons-nous nous reparler. Mais pas maintenant. En envoyant ce message, j'ai ressenti une légèreté physique, comme si une armure de plomb tombait de mes épaules. Je n'avais plus rien à prouver, plus rien à justifier. Je savais qui j'étais, une femme lucide et maîtresse de son destin. Je suis rentrée chez moi avec un bouquet de lys blancs. Je les ai disposés dans un vase sur la table de la cuisine et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai ouvert grand la fenêtre. L'air de Lyon s'est engouffré dans la pièce, doux et vibrant de vie. Moi, Héloïse Beaumont, 73 ans, j'étais prête à continuer seule s'il le fallait, mais j'allais continuer debout. L'été s'est installé sur la ville. Juillet, puis août. Lyon s'est vidé de ses habitants, les volets se sont clos, la cité semblait sombrer dans une léthargie vacancière. Je suis restée, non par manque d'options, mais par besoin de réhabiter chaque recoin de ma propre existence. Les premières semaines furent rudes. Je me réveillais parfois en sursaut, le cœur battant à tout rompre, avec cette sensation terrifiante que le sol se dérobait sous mes pieds. Je rêvais de Mathieu enfant, tendant les mains vers moi, mais plus je m'approchais, plus il s'évaporait dans une brume froide. On n'efface pas une telle trahison, on apprend simplement à marcher malgré la cicatrice.
J'ai instauré des rituels, ouvrir les fenêtres à l'aube, soigner mon petit déjeuner, reprendre mes lectures délaissées. Colette, Marguerite Yourcenar, Annie Ernaux. Sur mon balcon, à la Croix-Rousse, j'ai découvert que la solitude, lorsqu'elle est choisie comme un bouclier, peut être d'une sérénité absolue. Personne pour me scruter, personne pour guetter le moindre oubli comme une preuve de sénilité. Juste moi, ma liberté et le silence apaisant de mes pensées. Fin juillet, j'ai reçu un message de Léa. Mamie, on part dans le sud demain. Maman dit que c'est pour décompresser. Papa est comme une ombre, il ne parle presque plus. Je crois qu'il regrette, mais il est trop lâche pour l'admettre. Je t'aime. J'ai répondu avec tendresse, rappelant à ma petite fille que ma colère ne devait pas être son fardeau. L'amour n'est pas un camp à choisir, Léa. Tu as le droit d'aimer ton père, et de m'aimer aussi. Profite de la mer pour nous deux. Puis, j'ai fait un pas décisif. Je me suis inscrite à un atelier d'écriture intitulé « Écrire sa vie » dans une petite librairie du quartier. Le premier jour, j'étais pétrifiée. Nous étions 8, des hommes et des femmes de ma génération, portant tous des récits invisibles. L'animatrice nous a demandé d'écrire sur une rupture. J'ai pris mon stylo et les mots ont coulé comme une rivière sortant de son lit. J'ai écrit sur ce soir d'avril, sur le poison du gaslighting, sur la force de la vérité. Lorsque j'ai lu mon texte à voix haute, ma voix s'est affermie. J'ai vu dans les yeux des autres Solange, Odette, Paulette, le reflet de ma propre épreuve. Nous n'étions pas des cas cliniques isolés, nous étions une génération de mères dont la gentillesse avait été confondue avec de la faiblesse. Ce jour-là, entourée de mes nouvelles amies, je me suis sentie moins seule que je ne l'avais été durant des années auprès de mon fils. Début août, j'ai convoqué un nouveau notaire, Maître Dubois, un homme intègre dont la réputation n'était plus à faire. Je souhaite rédiger mon testament notarié, ai-je déclaré d'une voix ferme. Je vous écoute, Madame Beaumont. Je lègue l'intégralité de mon appartement de la Croix-Rousse à ma petite fille, Léa. Toutefois, ce legs ne sera effectif qu'à sa majorité. Jusque-là, le bien sera géré par un administrateur indépendant. Ses parents ne devront avoir aucun droit de regard, ni aucune possibilité de mise en vente. Le notaire a levé les yeux, impressionné. C'est une mesure de protection très stricte. Ce n'est pas de la vengeance, maître. C'est de l'ordre. Mon fils a fait des choix qui l'écartent de cet héritage. Je veux que Léa ait un toit qui ne dépende jamais du bon vouloir de prédateurs. Le document a été signé, scellé, enregistré. Je suis sorti de l'étude avec un sentiment de victoire absolue. Plus personne ne déciderait pour moi. Mon avenir était blindé. À la mi-août, alors que je savourais un thé sur mon balcon, mon téléphone a vibré. Un nom s'affichait, celui que je n'avais pas vu depuis la fuite, Béatrice. J'ai regardé l'écran un long moment, puis, avec un calme olympien, j'ai décroché. Si vous voulez savoir comment cette confrontation finale a scellé le destin de ma famille, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner. La justice est un plat qui se mange froid, et mon banquet ne fait que commencer. Allô, Aloïs? C'est Béatrice. Sa voix était méconnaissable. Ce ton tranchant, cette assurance de femme d'affaires qui traite chaque relation comme un dossier à classer, tout cela s'était évaporé. Il n'en restait qu'un souffle hésitant, presque fébrile. Si vous acceptez de m'écouter, je vous écoute, répondis-je avec une neutralité de marbre. Un long silence s'étira, seulement troublé par sa respiration saccadée à l'autre bout de la ligne. Je suis désolée, finit-elle par lâcher. Ces mots me frappèrent par leur absurdité. Beatrice. As excusant? Désolée de quoi, Béatrice? De tout. Du plan pour les lises d'or, de la manière dont je vous les considérais. Pourquoi maintenant? Demandai-je sans aucune trace de triomphe. Parce que je vois ce que cela inflige à Mathieu. Il est l'ombre de lui-même. Il ne dort plus, il ne s'alimente presque plus. La nuit, je l'entends pleurer. Il me répète en boucle qu'il a perdu sa mère par ma faute, et je réalise l'ampleur du désastre. Je redressai mon buste, le regard fixé sur les toits de la Croix-Rousse. Ce n'est pas seulement votre faute, Béatrice. C'est aussi la sienne. Un homme adulte fait ses propres choix. Je sais, mais c'est moi qui l'ai poussé. Je lui ai martelé que vous étiez un problème, une charge,
à gérer avant qu'il ne soit trop tard. Gira. Ce mot vous va si bien. Et aujourd'hui, vous changez de vocabulaire? Aujourd'hui, je vois Léa dépérir. Je vois mon mari se regarder dans le miroir avec dégoût. Je réalise que j'ai pulvérisé quelque chose de sacré. Je fermais les yeux, sentant la fatigue me gagner. Oui, vous avez tout brisé. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut réparer? La réparation ne dépend pas de moi, Béatrice. Elle dépend de votre capacité à affronter la vérité sans phare. Pour l'instant, vous regrettez, mais vous ne comprenez pas encore. Le regret est une émotion, la compréhension est un acte. Laissez le temps faire son œuvre. Pour vous, pour Mathieu, et pour moi. Combien de temps? Des mois. Des années. Peut-être jamais. Désolé, n'est pas un remède, c'est un constat. Je raccrochais, envahi non par la joie, mais par une tristesse immense et lucide. On ne peut pas accélérer la cicatrisation parce que le coupable a soudainement mauvaise conscience. La justice, la vraie, ne réside pas dans les excuses. Elle réside dans le poids que chacun doit désormais porter. Mathieu porterait le sien, Béatrice le sien. Et moi, je porterai ma solitude, mais je la porterai debout. Libre. Fin août, Léa est revenue de ses vacances dans le sud. Son message fut bref. Mamie, je peux passer te voir? Juste nous deux. Elle arriva un mercredi après-midi. Elle avait grandi, sa peau était dorée par le soleil et ses cheveux semblaient plus longs. En me voyant, elle se jeta dans mes bras, son corps frêle secoué de sanglots. Mamie, tu me stomach manque. Toi aussi, mon ange. Nous avons passé l'après-midi dans la douceur de ma cuisine. J'avais préparé des crêpes, l'odeur du sucre et de la fleur d'oranger emplissant l'appartement de souvenirs plus anciens. Nous avons parlé de ses baignades, de ses lectures, de sa rentrée prochaine. Puis, sur le balcon, son regard noisette se fit grave. Mamie, est-ce que tu vas pardonner à papa? Je ne sais pas, Léa. Peut-être un jour. Peut-être jamais. Tu ne l'aimes plus? On n'arrête pas d'aimer ses enfants. Mais l'amour n'est pas un blanc-seing. On peut aimer quelqu'un tout en refusant de cautionner ses actes. C'est le prix de l'ordre. Avant de partir, elle me tendit une enveloppe. C'est de la part de papa. Il m'a demandé de te la donner seulement si tu l'acceptais. Je pris le pli. Merci, ma chérie. Mais souviens-toi, tu n'as pas à être la messagère de leur remords. Seule, j'ouvris la lettre. L'écriture de Mathieu était nerveuse, presque illisible par endroits. Maman, je cherche les mots depuis des semaines. J'ai trahi ta confiance, j'ai voulu te voler ta liberté au nom d'une sécurité qui n'était que ma propre lâcheté. J'ai écouté Béatrice parce que c'était la voie de la facilité. Je ne demande pas ton pardon, je ne le mérite pas. Je te demande juste de savoir que je regrette profondément. Je t'aime. Je rangeai cette lettre dans mon tiroir, à côté de la broche. 2 héritages brisés. L'automne s'installa avec sa mélancolie dorée. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce fameux anniversaire. Je voyais Léa chaque mercredi, un rituel qui était devenu ma seule fenêtre sur leur monde. Mais je sentais son trouble. Mamie, il se dispute sans cesse maintenant, me confia-t-elle un jour en grignotant une madeleine. Papa reproche tout à maman, et elle dit qu'il est devenu insupportable. Ils disent que c'est à cause de toi. À cause de moi? Papa répète, j'ai perdu ma mère à cause de toi. Et maman lui crie qu'il n'a pas eu le courage de dire non. Je crois que papa ne s'aime plus beaucoup lui-même. Cette phrase me transperça. Mathieu ne s'aimait plus car en me trahissant, il avait trahi l'homme qu'il pensait être. Mais le plus grave, c'était Léa. Elle portait la culpabilité des adultes, un fardeau bien trop lourd pour ses 14 ans. Mi-octobre, le téléphone sonna. Ce n'était ni Mathieu, ni Béatrice. C'était Madame Durand, la conseillère pédagogique de l'école de Léa. Madame Beaumont, je suis navrée de vous déranger, mais Léa vous a désigné comme contact d'urgence. Ses résultats se sont effondrés. Elle est renfermée, elle pleure en secret. Nous nous inquiétons pour sa santé mentale. Ses parents sont-ils informés? Nous avons essayé de les joindre. Monsieur Beaumont est injoignable. Madame Beaumont nous a répondu qu'elle n'avait pas le temps de passer, qu'elle était en déplacement professionnel. Le masque de Béatrice n'était pas tombé, il s'était simplement durci. Mon sang ne fit qu'un tour.
Si vous voulez savoir comment j'ai repris les armes pour protéger la seule personne qui m'ait été fidèle, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner. La justice ne s'arrête pas à ma propre liberté, elle s'étend à ceux que j'aime. Sa propre fille pleurait, prostrée dans les toilettes de son collège, et Béatrice n'avait pas le temps. Cette simple phrase fut l'estocade finale portée à mes dernières illusions sur elle. J'arrive immédiatement, ai-je répondu à la conseillère pédagogique. Vous en êtes sûre, Madame Beaumont? Absolument. 20 minutes plus tard, un taxi me déposait devant les grilles de l'établissement. Chloé était assise dans le bureau de Madame Durand, les yeux rougis, les cheveux en bataille, l'image même de la détresse. En m'apercevant, elle se leva d'un bond et se jeta contre moi, s'agrippant à mon manteau comme à une bouée de sauvetage. Mamie, je suis là, mon ange. Je suis là. Nous sommes rentrés à la Croix-Rousse. J'ai préparé un chocolat chaud épais, comme elle l'aime. Installée sur mon canapé, elle a fini par briser le silence. Elle a décrit une maison transformée en champ de bataille, les éclats de voix suivis de silence plus lourds encore que les cris. Elle a parlé de Mathieu qui ne parvenait plus à la regarder en face, et de Béatrice, éternellement absente, fuyant le désastre familial dans des déplacements professionnels imaginaires. J'ai l'impression d'être invisible, mamie. Comme si je n'existais plus au milieu de leur guerre. Tu n'es pas invisible, Chloé. Tu es le centre de mon monde. Mais pour eux, je n'avais pas de réponse. La vérité était que Mathieu et Béatrice étaient si absorbés par leur propre décomposition qu'ils en avaient oublié leur devoir sacré. C'est aussi cela, la justice de l'existence. Quand on cherche à briser autrui, on finit par s'émietter soi-même, et l'on finit souvent par piétiner ce que l'on prétendait protéger. Ce soir-là, j'ai appelé Mathieu. Il a décroché à la 5e sonnerie, d'une voix qui semblait venir d'outre-tombe. Maman, Mathieu, Léa est chez moi. Quoi? Pourquoi? Parce qu'elle est à bout de force. Parce que son collège m'a appelé en urgence car personne d'autre ne répondait. Elle pleurait, seule, et tu n'étais pas là. Le silence qui suivit fut chargé de honte. Je ne savais pas, murmura-t-il. Tu ne savais pas parce que tu ne regardes plus rien, Mathieu. Ni ta fille, ni la réalité. Je ne t'appelle pas pour te faire la morale, le temps des leçons est passé. Je t'appelle pour te dire que ta fille a besoin d'un père. Pas d'un homme brisé par la culpabilité, mais d'un homme capable d'agir. Je ne sais plus comment faire, maman, s'effondra-t-il. J'ai tout dévasté. Toi, Béatrice, Chloé, je ne sais plus qui je suis. Tu es quelqu'un qui a commis une faute atroce, mais tu es aussi le seul qui puisse réparer le lien avec elle. Pas avec moi, pas encore. Mais avec Léa. Arrête de te noyer dans tes remords et commence à être présent. Léa est restée 3 jours chez moi. 3 jours durant lesquels elle a retrouvé ses couleurs, son appétit et son rire. Le 3e jour, Mathieu est venu la chercher. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai eu un choc physique. En 6 mois, il semblait avoir vieilli d'une décennie. Ses tempes étaient grises, son visage creusé par des sillons d'amertume. Ses yeux, autrefois si vifs, étaient éteints. Bonjour, maman. Bonjour, Mathieu. Nous sommes restés là, sur le seuil, séparés par un gouffre de non-dits. Puis Léa est apparue derrière moi. Papa. Elle courut vers lui. Il la serra contre lui avec une force désespérée, et je vis des larmes couler sur ses joues. Pardon, Léa, pardon de ne pas avoir été là. C'est pas grave, papa. Si, c'est grave. Mais je te promets de faire mieux. Ils sont partis main dans la main. Je suis restée sur le palier, le cœur lourd d'un mélange de peine et d'espoir fragile. Début novembre, Léa m'a pris la nouvelle, Béatrice et Mathieu s'étaient séparés. Maman est partie, me confia-t-elle. Elle a loué un appartement chic dans le 7e arrondissement. Elle dit qu'elle a besoin d'espace, qu'elle étouffait. Et ton père? Il est triste, mais je crois qu'il est surtout soulagé. Béatrice était partie, emportant avec elle ses reproches, son mépris et sa froideur calculée. Mathieu se retrouvait seul face à son miroir, avec sa fille pour unique boussole. Un samedi de novembre, je l'ai croisée, Béatrice. C'était au marché, devant un étal de légumes oubliés. Elle était impeccable, comme toujours, manteau camel de grande coupe, sac en cuir de luxe, lunettes de soleil malgré la grisaille lyonnaise.
Mais quelque chose s'était brisé dans sa posture. Elle semblait égarée, regardant les étals sans rien voir. Son téléphone sonnait dans son sac, mais elle l'ignorait. Elle avait tout ce qu'elle désirait, sa liberté, son appartement de standing, sa carrière. Mais elle avait perdu Mathieu, et Léa refusait de lui parler plus de 5 minutes. C'est cela, la justice poétique. Ce n'est pas un châtiment spectaculaire, c'est simplement la vie qui vous rend la monnaie de votre pièce. Béatrice avait semé le calcul et l'égoïsme. Elle récoltait la solitude la plus aride. Je suis passé à côté d'elle sans un mot, sans un regard. Je n'avais plus rien à lui dire, et elle n'avait plus rien à m'offrir. Quelques jours plus tard, je reçus une lettre manuscrite de sa part. Héloïse, je sais que vous n'avez aucune raison de me croire. J'ai appelé ma propre mère hier. Nous ne nous étions pas parlé depuis 2 ans à cause d'une sombre histoire d'héritage. Elle m'a répondu qu'elle ne voulait plus me voir, que j'avais été égoïste toute ma vie et qu'elle préférait mourir seule plutôt qu'à mes côtés. Elle a raccroché. Et là, j'ai compris. J'ai compris ce que vous avez ressenti quand nous avons tenté de vous traiter comme un problème. La vie me rend ce que j'ai semé. Ma mère me rejette comme j'ai voulu vous rejeter. Je ne demande pas de pardon. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai compris. Trop tard, sans doute. J'ai relu ce pli plusieurs fois. Je n'ai ressenti ni joie, ni satisfaction. Juste une immense tristesse face au gâchis. Le karma n'est pas une vengeance, c'est un miroir. Il nous renvoie le reflet insoutenable de nos propres cruautés. Si vous voulez découvrir comment la vérité finit toujours par triompher des masques les plus solides, appuyez sur le bouton rouge pour vous abonner. Mon voyage vers la paix touche à sa fin, mais les leçons demeurent. Décembre est arrivé, enveloppant Lyon dans ses lumières de fête. J'avais désormais 74 ans. Léa m'avait apporté un gâteau qu'elle avait confectionné elle-même, un peu trop cuit sur les bords, mais absolument parfait à mes yeux. 8 mois s'étaient écoulés depuis ce soir d'avril. 8 mois pendant lesquels j'avais tout perdu, pour finalement tout retrouver. Mon intégrité, ma liberté, ma paix. Lors de mon dernier atelier d'écriture, le sujet était « Écrivez une lettre à celle que vous étiez il y a 10 ans ». J'ai pris mon stylo et j'ai tracé ces mots. Chère Héloïse, dans 10 ans, tu auras 74 ans. Tu vivras seule, mais souveraine. Tu auras traversé la trahison de ton sang et le mépris de ta lignée. Tu auras appris que l'amour ne suffit pas s'il n'est pas ancré dans le respect et la dignité. Tu auras découvert que vieillir n'est pas s'effacer, mais s'affirmer. Tu sauras enfin que se battre pour soi-même n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'ordre. Tu auras appris que le pardon n'est pas une obligation, mais un choix souverain. Tu auras compris que la vraie sagesse consiste parfois à savoir partir sans se retourner. Tu auras découvert que la solitude n'est pas une malédiction, mais une libération pour celle qui sait l'habiter. Alors ne crains pas l'avenir, Héloïse. Ne redoute pas de vieillir. Ne crains pas d'être seule, car tu seras toujours là pour toi-même, et cela suffira amplement. Avec toute ma tendresse, Héloïse, 74 ans. Quand j'ai fini de lire ces lignes devant mon groupe, un silence sacré a envahi la salle. Il y avait des larmes sur les visages de mes compagnes de plume, et les miennes coulaient aussi, sans retenue. Cette lettre n'était pas seulement mon histoire, c'était le cri de toutes les femmes de ma génération. Toutes celles qui se sont effacées, qui se sont tues, qui ont accepté d'être traitées comme du mobilier encombrant. Toutes celles qui, un jour, ont dû choisir entre leur dignité et les vestiges de leur famille. Après l'atelier, Martine m'a serré le bras avec force. Héloïse, tu dois publier ce récit. Beaucoup de femmes ont besoin d'entendre ta voix pour trouver la leur. Publier? Mais où? Comment? Un blog? Un livre? Peu importe. Cette vérité doit sortir de cette pièce, elle doit résonner ailleurs. J'ai souri, mais l'idée a germé en moi. Est-ce que mon combat pouvait devenir un phare pour une autre? Une autre femme, quelque part, subissait-elle le même siège psychologique? Avait-elle besoin qu'on lui dise « Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te protéger. Tu as le droit d'exister » Mi-décembre, Mathieu m'a appelé. Sa voix n'était plus celle de l'homme fuyant ou agressif d'autrefois. Elle était posée, calme, comme celle d'un voyageur qui revient d'un long désert. Maman, je sais que tu as demandé du temps. Mais est-ce que je peux passer? Juste 5 minutes.
Je ne te demande rien, je veux juste te voir. Mon cœur a vacillé. Ma raison criait à la prudence, mais mon instinct a senti une faille de sincérité. 5 minutes, Mathieu. Pas plus. Merci, maman. Il est venu le lendemain. En ouvrant la porte, j'ai vu qu'il avait encore maigri, mais son regard était présent, lucide, ancré dans l'instant. Bonjour, maman. Entre. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même où nous partagions nos déjeuners dominicaux avant que le poison ne s'insinue entre nous. Il a posé un petit paquet rectangulaire devant moi, enveloppé dans du papier kraft. C'est pour toi. Je ne veux plus de cadeaux, Mathieu. Ce n'est pas un cadeau, maman. C'est une restitution. J'ai ouvert le pli. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir usé, aux pages jaunies par le temps. Qu'est-ce que c'est? Le journal de grand-mère. Celui de ta mère. Je l'avais trouvé dans le grenier de la maison de campagne avant la vente. Je l'avais gardé pour moi. Je craignais ce qu'il contenait. Mes doigts ont effleuré l'écriture élégante de ma mère. Julien a désigné la dernière page d'un geste lent. Lis la fin, s'il te plaît. La dernière entrée datait du 15 mars 1998, 2 jours avant son départ. Héloïse, ma chérie, si un jour tu lis ces lignes, souviens-toi, ne te laisse jamais effacer. Ni par un homme, ni par tes enfants, ni par une société qui décrète que vieillir, c'est disparaître. Tu as le droit d'exister pleinement jusqu'à ton dernier souffle. Et si quelqu'un tente de te dérober ta liberté, bats-toi. Ta dignité vaut bien plus que la paix des lâches. Je t'aime, maman. J'ai refermé le carnet, les larmes brouillant ma vue. Ma mère savait. Elle m'avait légué son bouclier, et Mathieu me l'avait caché. Pourquoi ne pas me l'avoir donné plus tôt? Parce que j'avais peur, maman. Peur que cela te rende trop forte, trop indépendante. J'avais besoin que tu restes ma mère, disponible, prévisible, soumise. Mais aujourd'hui, je vois l'erreur. Tu as le droit d'être toi-même. Qu'est-ce qui a changé en toi, Mathieu? Tout. Béatrice est partie. J'ai démissionné de mon poste, je ne pouvais plus faire semblant. Je vois un thérapeute 3 fois par semaine. Je réapprends à être un père pour Léa, juste nous deux. C'est un début, ai-je murmuré. Est-ce qu'on peut essayer de se reparler? Autrement, doucement. J'ai cherché la réponse au plus profond de moi. Oui. Doucement. Merci, maman. Chloé voulait que je te dise une chose, tu es son héroïne. Elle veut devenir comme toi, forte, libre et courageuse. Après son départ, je suis restée sur mon balcon, le journal sur les genoux. Ma mère avait raison, la dignité vaut plus que la paix. J'avais choisi la justice, et après des mois de tempête, la paix revenait enfin, mais une paix vraie, solide, inébranlable. Quelques jours avant Noël, j'ai appelé Léa. Ma chérie, passe me voir. J'ai quelque chose pour toi. Elle est arrivée, rayonnante. Je lui ai tendu l'écrin contenant la broche en argent et perles. C'est pour moi. Elle appartient aux femmes de notre sang. Mais je te la donne à une condition. Ne la porte jamais pour complaire à quiconque. Porte-la quand tu te sentiras maîtresse de ta vie. Je te le promets, mamie. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Non, mon ange. Je suis juste une femme qui a refusé d'être effacée. Le soir de Noël, j'ai dîné seule, mais dans une plénitude absolue. J'avais 74 ans. J'avais perdu une certaine idée de la famille, mais j'avais gagné mon intégrité. J'avais gagné le respect de ma petite fille, et peut-être, une nouvelle chance avec mon fils. J'avais gagné ma propre amitié. J'ai écrit une dernière note dans mon journal. Aujourd'hui, je suis heureuse. D'un bonheur vrai, celui qui naît quand on a traversé l'enfer et qu'on en ressort debout. Survivre n'est pas seulement respirer, c'est continuer à espérer. Si mon histoire a pu aider ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux sur son propre destin, alors chaque larme versée aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce récit a résonné en vous, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton rouge pour vous abonner et activer la cloche. Partagez cette vidéo avec une femme que vous aimez. Parfois, une histoire peut changer toute une vie.